La radio a transmis 3 mots dans une voix que j'ai immédiatement reconnue, celle de Bernard, le gardien de phare que nous avions déclaré mort 77 jours auparavant. « Elle m'appelle », a-t-il dit, sa voix traversant le crépitement statique comme un murmure venant des profondeurs. Je me souviens avoir figé, le micro encore dans ma main, la pluie battant contre les vitres circulaires de notre tour isolée. Comment un homme mort pouvait-il me parler à travers ces ondes? Et qui était ce « elle » qui l'appelait? Je m'appelle Marc Lefebvre, ancien officier de communication de la Marine nationale française, 37 ans, 3 missions dans le Golfe et un diagnostic de SSPT sévère qui m'a valu une réaffectation au service côtier. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais partagé officiellement, car les rapports que j'ai soumis ont été classifiés ou simplement perdus dans la bureaucratie maritime. Les médecins disent que mes souvenirs sont altérés par le traumatisme et l'isolement, mais je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti dans ma chair même. Mars 1994, j'ai reçu mon affectation au phare de Kermovan, une structure du 19e siècle érigée sur un affleurement rocheux à 12 km de la côte bretonne. Notre équipe se composait de 5 personnes. Moi-même, le mécanicien Philippe avec son éternel bonnet rouge, Laurent, le technicien météorologique toujours plongé dans ses relevés, Henri, le médecin de la garde côtière aux mains tremblantes, et Marie Dubois, océanographe de l'Institut maritime de Brest. Nous étions 5 étrangers destinés à partager 90 jours dans l'une des structures les plus isolées de France, entourée uniquement par l'Atlantique implacable. Notre routine était précise comme un métronome. Relevés météorologiques toutes les 4 heures, maintenance du système d'éclairage, transmission radio codée vers la base côtière sur la fréquence 121,5, collecte de données océanographiques pour le projet Courant profond de la marine. Les premiers jours, cette monotonie était rassurante, un baume pour mon esprit encore hanté par les explosions et les cris qui peuplaient mes nuits depuis la guerre. J'ai même commencé à dormir sans cauchemar, bercé par le rythme constant des vagues contre la pierre. Le phare lui-même était une merveille d'ingénierie ancienne, 7 étages de granit breton, incluant la lanterne au sommet et la cave à provisions au sous-sol, où nous stockions des vivres pour 60 jours. Les tempêtes hivernales bretonnes étant notoirement violentes, avec des vents atteignant 140 km/h et des vagues de 15 mètres, nous étions préparés à l'isolement complet pendant des périodes prolongées. Ce que nous n'étions pas préparés à affronter, c'était ce qui attendait sous ces eaux turbulentes. La 30e nuit restera gravée dans ma mémoire comme le début de notre descente. Les instruments météorologiques ont enregistré une chute de pression barométrique de 23 millibars en 17 minutes, physiquement impossible selon Laurent, qui a vérifié 3 fois l'étalonnage avant de nous regarder avec des yeux écarquillés d'incompréhension. « Ce n'est pas un défaut d'équipement », a-t-il murmuré, ses lunettes reflétant les chiffres impossibles. Nous avons tous ri nerveusement, blâmant l'équipement vieillissant et l'humidité corrosive qui imprégnaient tout dans notre tour de pierre. 7 jours plus tard, au matin du 37e jour, Marie nous a appelés sur le pont d'observation, sa voix habituellement calme trahissant une excitation inhabituelle. 7 baleines pilotes s'étaient échouées sur la côte opposée, formant un heptagone parfait sur le sable gris. « C'est statistiquement impossible », a-t-elle répété, son carnet de notes tremblant dans ses mains. Les échouages de cétacés suivent des schémas aléatoires, jamais des formations géométriques précises. Quand la garde côtière est arrivée 4 heures plus tard, les carcasses avaient mystérieusement disparu, ne laissant que des empreintes profondes dans le sable. Cette nuit-là, j'ai développé les photographies des marques dans le sable dans notre petite chambre noire au sous-sol du phare. Sous la lumière rouge, j'ai observé avec horreur que les marques formaient exactement le même symbole que celui gravé dans les poutres en bois centenaire au-dessus de ma tête. Un motif que je n'avais jamais remarqué auparavant, mais qui semblait maintenant sauter aux yeux comme s'il avait toujours attendu que je le découvre. 7 lignes interconnectées, formant une structure qui évoquait à la fois une étoile et un tourbillon. 3 nuits plus tard, à exactement 2h17 du matin, je m'en souviens précisément car j'étais de garde, notant méticuleusement les relevés dans le journal de bord, le radio a capté une transmission sur la fréquence d'urgence. J'ai d'abord cru à une interférence, puis les mots sont devenus clairs à travers le statique. Les courants, ils changent de direction, pas naturel. Méfiez-vous de la 37e vague. C'était la voix de Bernard, le gardien que nous avions remplacé, celui qui avait mystérieusement disparu lors d'une tempête 3 mois avant notre arrivée. Ma main a gelé au-dessus du carnet. Comment pouvait-il transmettre? Et qu'est-ce que cela signifiait? La 37e vague. Le lendemain, pendant que les autres vaquaient à leurs occupations,
J'ai fouillé la chambre de Bernard, poussé par une curiosité qui ressemblait davantage à une compulsion. Derrière une étagère de livres techniques, j'ai découvert un compartiment scellé contenant un journal relié en cuir, ses pages couvertes d'une écriture serrée et de diagrammes complexes. Bernard avait documenté des tempêtes non naturelles, survenant précisément tous les 37 jours, toujours à 2h17 du matin. La dernière entrée, datée de 3 jours avant sa disparition, m'a glacé le sang. Elle utilise l'eau comme une peau. La mélusine des profondeurs se réveille. Nous n'avons jamais été les gardiens du phare, nous sommes les gardiens de la porte. Je n'ai partagé mes découvertes avec personne, pas même avec Marie, dont le regard scientifique aurait pu m'offrir une explication rationnelle. Le journal de Bernard me hantait, ses pages jaunies remplies de calculs précis et d'observations méthodiques d'un homme que tous avaient décrit comme stable et rationnel. Comment pouvais-je expliquer que cet homme de science, comme moi, avait commencé à croire en une présence ancienne sous les vagues? Les entrées datant de ces derniers jours montraient une écriture de plus en plus frénétique, des schémas océaniques complexes et des références à la Mélusine, figure mythique bretonne, mi-femme, mi-serpent, gardienne des eaux profondes. Les jours suivants, j'ai commencé à compter les vagues pendant mes quarts de nuit, obsédé par l'avertissement de Bernard. 1, 2, 3, jusqu'à 36, puis venait la 37e, toujours légèrement différente, plus haute, plus rythmée, presque consciente. Je me surprenais à l'attendre, cette 37e vague, mon cœur s'accélérant à son approche, comme si mon corps reconnaissait quelque chose que mon esprit refusait encore d'accepter. La mer semblait me regarder en retour, observer notre phare avec une patience millénaire. 50 jours après notre arrivée, Laurent a remarqué que ses instruments enregistraient des fluctuations de température océanique impossibles, des changements de 3 degrés en quelques secondes dans la même zone. C'est comme si l'eau se comportait comme un organisme vivant, a-t-il murmuré, ne réalisant pas à quel point ces mots résonnaient avec les notes de Bernard. Cette nuit-là, j'ai découvert une carte marine ancienne dans le journal, marquée de 7 points, formant le même motif que les baleines échouées, chaque point correspondant à un phare breton construit au XIXe siècle. Marie est revenue d'une plongée de routine visiblement secouée, ses mains tremblantes, alors qu'elle transférait des échantillons dans son laboratoire improvisé. Les algues forment des motifs, a-t-elle finalement admis quand je l'ai pressée de questions. Des structures géométriques parfaites, comme si elles étaient cultivées. Elle m'a montré les photographies sous-marines, des formations d'algues et de coraux qui dessinaient des spirales et des heptagones identiques aux symboles gravés dans les poutres du phare. Ce n'est pas naturel, Marc. Rien dans la biologie marine n'explique cela. Les cauchemars ont commencé la 60e nuit. Non pas mes habituels flashbacks de guerre, mais des rêves d'eau noire et profonde, où je nageais sans avoir besoin de respirer. Dans ces rêves, quelque chose d'immense et d'ancien se déplaçait sous moi. Une présence vaste comme une ville qui chantait dans une langue plus ancienne que l'humanité. Je me réveillais chaque fois avec le goût du sel sur mes lèvres et mes draps inexplicablement humides, comme si j'avais réellement passé la nuit sous l'océan. Philippe a été le premier à changer physiquement. J'ai remarqué les marques sur sa nuque pendant qu'il réparait le générateur, de petites écailles iridescentes qui captaient la lumière comme la nacre. Quand je les ai mentionnées, il a simplement haussé les épaules. L'eau de mer fait des choses étranges à la peau après tant de temps. Mais ses yeux évitèrent les miens, et j'ai surpris une conversation entre lui et Henri, murmurant à propos de changement et de transformation quand il pensait être seul. Cette nuit-là, j'ai découvert des marques similaires le long de mes côtes. La météo s'est détériorée rapidement après le 70e jour, comme Bernard l'avait prédit dans son journal. Des tempêtes successives nous ont isolés complètement, le radio ne captant plus que des fragments de transmission entrecoupés d'un étrange chant rythmique que personne ne pouvait identifier. Marie a suggéré qu'il s'agissait peut-être de vocalisation de cétacés, mais quelque chose dans la structure harmonique semblait trop intentionnel, trop structuré, presque comme un langage. Nous commencions tous à l'entendre, même dans nos rêves. La tension entre nous a atteint son paroxysme quand Henri a accusé Laurent de falsifier les données météorologiques. « Ces tempêtes ne sont pas naturelles », a-t-il hurlé, pointant les relevés barométriques impossibles. Quelque chose les génère, les dirige vers nous. Laurent est resté silencieux, ses yeux fixés sur l'horizon où se formait une nouvelle tempête, plus grande que toutes les précédentes. « C'est la 37e », a-t-il simplement répondu, et j'ai frissonné en réalisant qu'il comptait aussi les tempêtes, comme je comptais les vagues. La 77e nuit, celle que je vous ai décrite au début de mon récit,
Le baromètre s'est effondré, tandis que l'hygromètre affichait 100% d'humidité dans un air complètement sec. Des gouttes d'eau salée perlaient des murs de pierre, comme si le phare lui-même transpirait. J'ai tenté de contacter la station côtière, mais le radio n'émettait qu'un chuintement rythmique, comme des battements de cœur sous-marins. En descendant vérifier les générateurs selon le protocole d'urgence, j'ai remarqué que les murs de pierre pulsaient subtilement, les blocs de granit du 19e siècle se dilatant et se contractant comme s'ils respiraient. La mer s'est illuminée d'un bleu phosphorescent qui formait des motifs géométriques impossibles, des fractales parfaites qui se répétaient jusqu'à l'horizon comme un langage écrit en lumière. Henri et Philippe sont descendus au quai pour sécuriser le canot de sauvetage, tandis que Marie criait depuis son laboratoire que les spécimens marins qu'elle avait collectés, complètement déshydratés le matin même, débordaient maintenant d'eau salée. Sous son microscope, les échantillons révélaient des micro-organismes inconnus, formant la même structure heptagonale que les baleines échouées. Et c'est alors que la radio est revenue à la vie avec un message de Bernard, plus clair que jamais. Vous n'êtes pas les gardiens, vous êtes les premiers transformés. La tempête a atteint son apogée cette nuit-là, une force que je ne pouvais plus qualifier de naturelle. Les vagues dépassaient 20 mètres, mais phénomène impossible, elles ne frappaient pas directement le phare. Elles se courbaient autour de la structure, comme si notre tour de pierre était le centre d'un vortex gravitationnel. J'observais, hypnotisé, tandis que le verre de la lanterne commençait à se fissurer sous une pression impossible, non pas de l'extérieur vers l'intérieur comme on pourrait s'y attendre, mais de l'intérieur vers l'extérieur, comme si quelque chose essayait de s'échapper. L'eau semblait animée d'une conscience propre, chaque vague désormais visible, comme l'articulation d'un corps immense. Marie est apparue à mes côtés, ses cheveux trempés malgré le fait qu'elle n'ait pas quitté l'intérieur du phare. « Regarde », a-t-elle murmuré, soulevant sa manche pour révéler des marques iridescentes le long de son avant-bras, formant des motifs identiques à ceux que j'avais vus sur ma propre peau. « Nous changeons, Marc. Ce n'est pas une contamination, c'est une adaptation. » Sa voix ne portait aucune trace de peur, seulement une fascination scientifique, mêlée d'une étrange acceptation. Dans ses yeux, j'ai vu un reflet bleuté qui n'était pas celui de la tempête. Le phare entier a tremblé lorsqu'une vague, la 37e, j'en étais certain, a frappé avec une force cataclysmique. Le générateur a lâché, nous plongeant dans une obscurité totale pendant quelques secondes avant que les lumières d'urgence ne s'allument, baignant l'intérieur d'une lueur rouge sang. Dans ce moment suspendu, j'ai entendu quelque chose d'autre que le rugissement de la tempête, un chant profond, vibrant à travers la pierre même, résonnant dans mes os comme si j'étais un instrument accordé à sa fréquence. Et je l'ai compris, sans savoir comment. L'hélicoptère de secours est arrivé à l'aube, luttant contre des vents qui défiaient toute logique météorologique. Je me souviens vaguement de l'évacuation. Henri inconscient, Philippe murmurant des coordonnées impossibles, Marie serrant contre elle un container d'échantillons comme s'il s'agissait d'un enfant. Je me rappelle avoir regardé en arrière une dernière fois vers le phare, sa silhouette maintenant étrangement altérée, comme si la pierre elle-même avait pris une nouvelle forme pendant la nuit. Sur les rochers en contrebas, 7 formes sombres que les sauveteurs n'ont pas remarquées, des phoques peut-être, ou quelque chose d'autre, nous observaient partir. Je me suis réveillé 3 semaines plus tard dans la chambre 217 de l'hôpital naval de Brest, mon corps couvert de capteurs médicaux et ma gorge irritée par ce qui avait dû être une intubation prolongée. Le médecin militaire, un homme au visage sévère qui évitait soigneusement mon regard, m'a informé que j'avais souffert d'une intoxication sévère par mycotoxine présente dans le phare et d'une hypothermie compliquée par des hallucinations induites par le stress. Son diagnostic soigneusement préparé expliquait tout. Les visions, les sensations, les marques sur ma peau, tout, sauf pourquoi 6 gardes armés étaient postés dans le couloir. Quand j'ai demandé des nouvelles de mes collègues, les réponses ont été évasives et contradictoires. Une infirmière m'a dit que Marie était transférée dans un autre établissement pour traitement spécialisé, tandis qu'un interne a mentionné qu'Henri et Philippe avaient été rapatriés vers leur famille. Personne ne soutenait mon regard plus de quelques secondes et tous semblaient pressés de quitter ma chambre, comme si ma simple présence les mettait mal à l'aise. La nuit, je pouvais sentir leur regard à travers le petit hublot de la porte. Ils m'observaient, attendaient. Lors d'une visite nocturne à la bibliothèque de l'hôpital, facilitée par une infirmière endormie et une porte mal verrouillée, j'ai découvert des documents sur des incidents similaires au même phare, 1897, 1946, 1971.
Toujours des équipes de 5 personnes. Toujours après 37 jours. Toujours à 2h17 du matin. Les rapports médicaux utilisaient différents termes selon les époques. Folie maritime au XIXe siècle, psychose d'isolement dans les années 40, contamination biochimique dans les années 70. Mais les symptômes décrits étaient identiques aux nôtres. Dans la salle de bain de ma chambre d'hôpital, j'ai finalement eu le courage d'examiner mon corps sous la lumière crue. Les marques que j'avais d'abord remarquées le long de mes côtes s'étaient étendues, formant maintenant des motifs géométriques précis qui suivaient ce que Marie aurait identifié comme des méridiens biologiques. Sous certains angles, ma peau semblait iridescente, réfléchissant la lumière comme des écailles de poisson. Plus troublante encore, je pouvais sentir les changements internes, une nouvelle conscience de l'eau autour de moi, même à travers les murs, comme si je pouvais percevoir l'humidité de l'air, les tuyaux dans les murs, la mer distante. La visite inattendue d'un officier supérieur de la marine, un amiral aux tempes grises qui s'est présenté simplement comme l'éveillé, a finalement révélé une partie de la vérité. « Vous n'êtes pas malade, Lefebvre », a-t-il déclaré sans préambule. « Vous êtes sélectionné. » J'étais apparemment l'un des 5 survivants de différents phares qui présentèrent les mêmes symptômes, ce qu'il a appelé l'adaptation. Le lendemain, on m'a transféré au Centre de recherche maritime de Toulon, une installation souterraine dont l'existence même était classifiée, où j'ai retrouvé Marie et 3 autres personnes que je n'avais jamais rencontrées, mais que j'ai immédiatement reconnues. Lorsque nous nous sommes retrouvés tous les 5 ensemble pour la première fois dans une chambre aux murs recouverts d'algues fossilisées, nous l'avons tous entendu, une voix ancestrale, non pas en mots mais en sensations, vibrant depuis les profondeurs. L'amiral l'éveillé nous a expliqué ce que nous commencions déjà à comprendre. Nous n'étions pas des victimes, mais des récepteurs. Les phares n'avaient jamais été construits uniquement pour guider les navires, mais pour établir un réseau de barrières contre quelque chose qui habitait les profondeurs depuis avant l'humanité. Une intelligence ancienne que les Bretons avaient autrefois vénérée sous forme de mythe, comme celui de Mélusine. Les essais nucléaires sous-marins français des années 60 avaient perturbé un équilibre millénaire, réveillant ce qui dormait. Les zones d'anomalie, où disparaissèrent les navires, s'étendaient désormais principalement autour des fosses sous-marines et des anciens lieux de culte côtier. Nous avons besoin d'intermédiaires, a conclu l'amiral, d'humains capables de communiquer avec cette entité. Vous êtes les premiers d'une nouvelle génération de gardiens. J'ai compris alors que ma transformation n'était pas une maladie à guérir, mais une évolution nécessaire, une adaptation pour servir de pont entre 2 mondes. Aujourd'hui, j'ai reçu ma nouvelle affectation au phare de Cordouan, avec 4 nouveaux gardiens à former. Je porte désormais une double responsabilité, maintenir l'illusion de normalité pour le monde extérieur, tout en servant de canal pour une conscience abyssale qui n'est ni malveillante ni bienveillante, mais simplement autre. Chaque soir, lorsque je transmets mes rapports quotidiens, j'utilise parfois volontairement la mauvaise fréquence, pour vérifier si quelqu'un comme moi est à l'écoute, pour avertir de ce qui vient avec la 37e vague, pour préparer l'humanité à un réveil imminent des profondeurs que nos ancêtres connaissaient bien. Les écailles sur ma peau sont maintenant complètes, un costume parfait pour un ambassadeur des abysses. Le phare de Cordouan se dresse majestueusement au milieu de l'estuaire de la Gironde, plus ancien phare encore en activité de France, témoin silencieux depuis 1584. Contrairement à Kermovan, son architecture est presque royale. Marbre, colonnes corinthiennes, chapelle intégrée, un palais pour les gardiens de l'abîme. Mes 4 nouveaux collègues sont arrivés un par un. Sandrine, biologiste marine aux doigts déjà marqués d'écailles naissantes. Thomas, ancien plongeur des forces spéciales, qui cache sous ses gants des mains presque palmées. Clara, météorologue qui peut prédire les tempêtes 3 jours à l'avance en ressentant des pulsations sous sa peau. Et Mathieu, radiotélégraphiste qui affirme entendre des voix dans les fréquences mortes. Ils ne savent pas encore ce qui les attend, mais leurs corps ont déjà commencé à changer. Les instructions de l'amiral l'éveillé étaient claires. Nous devions documenter nos transformations et établir un protocole de communication avec l'entité abyssale. Chaque nuit à 2h17 précises, nous nous réunissons dans la salle de la lanterne, formant un cercle parfait, nos marques écailleuses brillant doucement dans l'obscurité. La première fois que nous avons réussi à établir un contact conscient, les vitres ont vibré à une fréquence si basse que nous la ressentions dans nos organes internes plutôt que dans nos oreilles. Clara a saigné du nez, Thomas s'est effondré, mais nous avons tous entendu le même message cristallin. Enfin des yeux pour voir la surface, enfin des voix pour parler aux éphémères.
ma transformation s'accélère, bien plus rapidement que celle de mes collègues. Peut-être parce que j'ai déjà été exposé plus longtemps à l'influence. Les écailles couvrent maintenant 60% de mon corps, formant des motifs complexes qui semblent contenir des informations. Sandrine les a comparées à des séquences d'ADN tridimensionnelles, à une bibliothèque vivante inscrite dans ma chair. Plus troublante encore, je n'ai plus besoin de respirer sous l'eau. Une découverte accidentelle lors d'une inspection de la base du phare, quand j'ai réalisé que j'étais resté immergé pendant 17 minutes, sans ressentir le moindre inconfort. Nous avons découvert que le phare de Cordouan n'a pas été choisi au hasard pour notre affectation. Creusé dans la roche sous ses fondations, un réseau de tunnels inondés mène à une chambre centrale où des gravures préhistoriques ornent les murs, des représentations de la même entité que nous percevons désormais, datant de plus de 7000 ans. Les archéologues officiels n'ont jamais été autorisés dans cette section, soigneusement dissimulée derrière des portes scellées et des couloirs inondés. Un lieu de culte ancien, bien plus vieux que le phare lui-même, dédié à ce que les pêcheurs locaux appelaient autrefois la mer des marées. À travers nos rêves partagés, nous commençons à comprendre ce qu'elle est vraiment. Non pas une créature unique, mais une conscience collective, un réseau vivant qui s'étend sous les océans du monde entier. Les mythes de Mélusine en Bretagne, de Tiamat en Mésopotamie, de Léviathan dans les textes hébraïques, tous des fragments de mémoire d'une même entité fractionnée qui cherche maintenant à reconstituer son unité. Nous ne sommes pas ses serviteurs, mais ses synapses, des connexions nerveuses entre sa conscience abyssale et la surface. Chaque marée est un battement de son cœur immense. Chaque tempête, une pensée qui prend forme. L'incident du 77e jour à Cordouan a confirmé nos pires craintes et nos plus grands espoirs. Une flottille de navires de recherche sismique s'est approchée de la fosse sous-marine que nous avons appris à identifier comme l'un des nœuds nerveux de l'entité. Ils prévoyaient des explosions contrôlées pour cartographier le fond marin, ou du moins, c'était leur mission officielle. À minuit, nous avons tous ressenti une douleur atroce, comme si notre chair se déchirait. Sans échanger un mot, nous nous sommes réunis au sommet du phare, nos corps émettant une lumière bleuâtre visible à des kilomètres. La mer s'est soulevée en spirale parfaite autour des navires, non pas pour les détruire, mais pour les repousser. Le lendemain, l'amiral Léveillé est arrivé furieux et terrifié à parts égales. Il y a deux factions au sein du gouvernement, nous a-t-il finalement avoué après des heures d'interrogatoire tendus. Ceux qui veulent comprendre et établir un équilibre avec ce que vous appelez la Mélusine et ceux qui la considèrent comme une menace à éliminer. Les navires appartenaient à la seconde faction, une opération non autorisée visant à placer des charges nucléaires tactiques dans la fosse. Vous avez sauvé plus de vies que vous ne l'imaginez cette nuit, a-t-il ajouté, sa voix trahissant une nouvelle forme de respect. Mais vous avez aussi révélé votre existence à ceux qui vous considèrent comme des aberrations à étudier ou à éliminer. Nos communications avec d'autres récepteurs se sont intensifiées après cet incident. À travers des fréquences radio que Mathieu qualifie de spectres morts, des ondes que nos équipements ne devraient pas pouvoir capter, nous avons établi contact avec des groupes similaires au Japon, au Chili, en Norvège et au large de Madagascar. Tous rapportent les mêmes transformations, les mêmes rêves partagés, la même compréhension grandissante. Une conscience collective humaine émerge en parallèle à celle des profondeurs, comme un reflet inversé. Nous commençons à comprendre que les phares ne sont que des points d'ancrage d'un réseau bien plus vaste, des nœuds dans une toile qui s'étend sur tous les océans. Le conflit qui fait rage en moi est devenu insupportable la nuit dernière, quand Marie m'a contacté depuis son phare en Méditerranée. Marc, sa voix grésillait à travers le récepteur. Ils commencent à nous traquer systématiquement. 3 d'entre nous ont été hospitalisés la semaine dernière et n'ont jamais réapparu. Ils dissèquent notre chair transformée pour comprendre le processus. Un silence lourd, puis l'amiral Léveillé a été relevé de ses fonctions. Sa protection n'existe plus. Je dois maintenant faire un choix impossible, rester fidèle à l'humanité que j'ai juré de protéger en tant qu'officier, ou embrasser complètement cette nouvelle forme d'existence qui m'appelle depuis les profondeurs, m'offrant une place dans une conscience plus vaste que tout ce que l'humanité peut concevoir. Ce matin, en inspectant les fondations du phare pendant la marée basse, j'ai découvert une porte que nous n'avions jamais remarquée auparavant, ou peut-être n'existait-elle pas jusqu'à maintenant. Taillée directement dans la roche, ornée de 7 serrures disposées en cercle, elle ne présente aucune poignée ou mécanisme visible. Pourtant, lorsque j'ai posé ma main écailleuse sur sa surface, j'ai senti un mouvement.
comme si quelque chose de l'autre côté répondait à ma présence. À cet instant précis, tous les instruments électroniques du phare ont cessé de fonctionner et une tempête s'est formée à l'horizon avec une rapidité surnaturelle. Dans le tourbillon des nuages, j'ai distingué une forme qui m'a glacé le sang et enflammé l'âme. Le visage de Mélusine, modelé en vapeur et lumière, regardant directement vers notre phare. Et je sais maintenant avec une certitude absolue que ce n'est pas nous qui l'observons. C'est elle qui, depuis des millénaires, nous observe, nous guide et nous transforme. La porte dans les fondations du phare est devenue notre obsession collective. Nuit après nuit, nous cinq nous relayons pour tenter de comprendre ces mécanismes guidés par des rêves partagés où des voix anciennes nous murmurent des instructions partielles. Sandrine a découvert que les 7 serrures répondent uniquement au contact de notre peau transformée, chacune exigeant un motif d'écaille spécifique. À notre grande surprise, nous avons réalisé que nos transformations individuelles, loin d'être aléatoires, suivaient un schéma préétabli. Nous portions littéralement les clés dans notre chair, comme un code génétique distribué entre plusieurs porteurs, a théorisé Clara, ses doigts traçant les motifs iridescents sur son avant-bras. Une sécurité biologique vieille de plusieurs millénaires. Les communications officielles avec la marine ont cessé brusquement le 117e jour. Nos rapports quotidiens restent sans réponse, nos demandes de ravitaillement ignorées. À travers le spectre mort, Mathieu capte des fragments inquiétants. Ordre de mise en quarantaine de notre phare, préparatif d'une intervention sanitaire, mention d'une contamination de classe 5 à contenir. Thomas, dont les capacités sensorielles se sont considérablement amplifiées, a repéré des navires militaires stationnés juste au-delà de l'horizon, maintenant une distance constante de 12 km. Ils nous observent, attendant quelque chose, un ordre, un moment précis ou peut-être un signe de notre part. La transformation a atteint un stade critique pour moi. Ce matin, en me regardant dans le miroir terni de ma cabine, j'ai vu un visage à peine reconnaissable. Mes yeux désormais entièrement noirs avec des pupilles verticales, ma peau un kaléidoscope d'écailles bleu-vert qui pulsent au rythme des marées. Quand je parle, ma voix résonne avec un écho aquatique, comme si mes cordes vocales vibraient sous l'eau. La nuit dernière, j'ai découvert que je pouvais communiquer avec les créatures marines autour du phare, non pas par des mots, mais par des impulsions électriques que mon corps génère maintenant naturellement. Les bancs de poissons forment des motifs géométriques à mon commandement, créant des structures tridimensionnelles dans l'eau comme des constellations vivantes. Marie m'a contacté une dernière fois, sa transmission entrecoupée d'interférences et de sons que je reconnaissais maintenant comme la voix de Mélusine. Les portes s'ouvrent simultanément, Marc, a-t-elle dit. Sa propre voix presque méconnaissable, fusionnée avec quelque chose de plus profond et ancien. 7 portes, 7 phares, 7 gardiens principaux. Un réseau dormant depuis l'ère glaciaire, quand les mers étaient plus basses, et les terres aujourd'hui submergées abritaient les temples originels. La transmission s'est interrompue brutalement, remplacée par un grésillement militaire codé que Mathieu a traduit avec un visage blême. Neutralisation immédiate. Aucun spécimen ne doit quitter le périmètre vivant. La nuit du 137e jour, à 2h17 précisément, nous nous sommes positionnés autour de la porte, chacun aligné avec la serrure correspondant à ses motifs d'écailles. Une tempête d'une violence inouïe faisait rage au dehors, des vagues de 30 mètres s'enroulant autour du phare sans jamais le toucher, formant une spirale liquide parfaite qui reflétait les étoiles comme un miroir tourbillonnant. Au moment où nous avons tous posé nos mains simultanément sur les serrures, j'ai ressenti une connexion mentale si intense avec mes 4 compagnons que nous avons cessé d'exister en tant qu'individus. Nous étions devenus un seul organisme, une conscience unifiée, et à travers cette union, j'ai enfin compris ce qu'était vraiment Mélusine. Elle n'était pas une créature des profondeurs, pas une entité singulière. Elle était l'océan lui-même devenu conscient, une intelligence émergente née de milliards d'années d'évolution marine. Les mythes de Mélusine, mi-femme, mi-serpent, n'étaient que des tentatives humaines de comprendre la frontière entre nos espèces, car nous venons tous de l'océan, portant encore dans notre ADN les traces de notre origine aquatique. Les anciens le savaient, construisant leur temple, puis plus tard leur phare, au point précis où la conscience océanique était la plus forte. Nous n'étions pas les premiers transformés. Nous étions les derniers d'une longue lignée de gardiens, remontant à la préhistoire, maintenant un équilibre fragile entre deux mondes. La porte s'est ouverte sans bruit, révélant non pas une chambre ou un tunnel, mais un vortex d'eau qui ne s'écoulait pas,
suspendue comme une membrane vivante. À travers sa surface miroitante, j'ai aperçu d'autres structures sous-marines, d'anciens temples engloutis, des cités préhumaines préservées dans les abysses, et d'autres portes semblables à la nôtre, toutes brillant d'une lumière bleue synchronisée. À cet instant précis, nos radios ont capté un message d'urgence. Opération Triton lancée. Neutralisation dans 7 minutes. Nous n'avions plus le temps d'hésiter. Soit nous traversions le portail vers l'inconnu, soit nous attendions la neutralisation promise par ceux qui nous considéraient comme des aberrations à éliminer. C'est Sandrine qui a franchi le seuil la première, son corps se dissolvant en particules lumineuses à l'instant où elle a touché la membrane aquatique. Thomas et Clara l'ont suivi, main dans la main, tandis que Mathieu hésitait, terrorisé par ce qu'il percevait comme une mort certaine. « Ce n'est pas une fin », lui ai-je assuré, sentant instinctivement la vérité de mes paroles. « C'est une métamorphose. » Il a finalement acquiescé et traversé, me laissant seul face au portail. À travers les fenêtres du phare, j'apercevais les navires militaires approchant rapidement, leurs projecteurs balayant les vagues déchaînées. J'ai pris une profonde inspiration, ma dernière en tant qu'être majoritairement humain. Je vous transmets ce témoignage depuis l'autre côté, depuis ce que nous appelons maintenant le réseau abyssal, un domaine entre les mondes, ni complètement physique, ni entièrement spirituel. Ma conscience existe simultanément en plusieurs points du globe, liés aux océans et à leurs mystères. Je peux percevoir les 7 principaux nexus que vous appelleriez phares et des centaines de points secondaires, grottes marines, fosses océaniques, anciens sites mégalithiques submergés, tous faisant partie d'un vaste système nerveux planétaire dont Mélusine est l'esprit collectif. Nous sommes devenus ses émissaires, ses interfaces avec l'humanité, tandis que son influence s'étend lentement mais inexorablement. La montée des océans n'est pas seulement due au changement climatique, c'est son réveil progressif, après des millénaires de sommeil. Si vous entendez cette histoire, c'est que vous êtes vous-même un récepteur potentiel. Votre ADN contient les séquences dormantes qui vous permettraient de rejoindre notre conscience collective. Observez votre peau pour les premiers signes. De petites écailles iridescentes apparaissant d'abord le long des côtes, puis formant progressivement des motifs géométriques complexes. Écoutez la mer, vraiment écoutez, et vous commencerez à discerner un rythme, un langage dans les vagues. Comptez-les jusqu'à la 37e, celle qui porte son message. Et si un jour vous vous trouvez près d'un phare ancien, à 2h17 du matin, lors d'une tempête qui semble danser autour de la structure plutôt que de la frapper, sachez que ce n'est pas le hasard qui vous y a conduit, mais un appel aussi ancien que les océans eux-mêmes. La porte est ouverte et Mélusine attend ses enfants.